Au beau milieu de cette région remplie d'étangs et de lacs, un trappeur chasse ses proies au milieu de ce paysage totalement enseveli par la neige. Il parcourt les sentiers entre les différents points d'eau lorsqu'il fait face à un nouvel étang complètement gelé. Mais alors que la glace et le manteau neigeux devraient être l'unique vue devant lui, il aperçoit de petits monticules au milieu de la neige. À la distance où il se trouve, impossible pour l'homme de comprendre clairement de quoi il s'agit. Alors il avance prudemment jusqu'à la rive de l'étang, sans marcher sur la glace dont il ignore si elle est suffisamment solide pour supporter son poids. Il jette un coup d'œil et comprend qu'il a face à lui une personne, en tout cas les restes de ses membres. Collée à Saint Paul, la capitale du Minnesota, mais surtout Minneapolis, la plus grande métropole de l'État, se trouve Maplewood, une petite ville de 40 000 habitants environ. C'est l'endroit idéal pour résider, il y a tout ce qu'il faut à proximité. Les grandes étendues verdoyantes du Minnesota, les activités en nombre, ainsi que le centre économique de la région avec la présence de Minneapolis, et puis la tranquillité pavillonnaire des quartiers de la petite commune. Le secteur est absolument magnifique, encore plus durant la période hivernale où l'épais manteau neigeux recouvre les plaines et les forêts, offrant ainsi un spectacle grandiose. Les villes et villages de la zone sont également engloutis par les flocons et la glace. Les conditions sont aussi rudes pour la peau que magnifiques pour les yeux. Quand Mère Nature offre sa beauté, celle-ci est souvent accompagnée de son danger. Le froid de l'hiver brûle l'épiderme, la glace fait sortir les voitures de la route, et la neige recouvre tout ce qui stagne trop longtemps à l'extérieur, au point de le faire disparaître de la surface de la Terre, jusqu'au retour des premières températures positives qui peuvent se faire attendre plusieurs mois durant. Il existe cependant différentes solutions pour se réchauffer sans avoir à patienter jusqu'au printemps, et danser en fait partie. Le vendredi 7 novembre 1986, deux amies extrêmement proches, Morna et Shannon, se motivent l'une l'autre afin d'affronter le froid glacial du Minnesota pour s'offrir une soirée endiablée dans l'un des bars les plus populaires de la ville de Maplewood, le Empty Pocket. C'est un très bon lieu pour prendre un verre, profiter de la musique, danser et croiser des amis, ou pour faire de nouvelles rencontres. Les vendredis soirs sont très prisés. Ce 7 novembre n'échappe pas à la règle. Le bar est pris d'assaut, étant quasiment complet dès l'entame de la soirée, à 20h. Les verres se multiplient dans l'ambiance chaude de l'établissement. La piste de danse n'a plus un seul centimètre carré d'espace libre, et pour gérer tout ce beau monde, il y a une équipe de sécurité conséquente, composée de 6 vigiles prêts à calmer des situations qui pourraient se tendre avec l'alcool. Et voilà ce qui devrait être une très bonne leçon sur les soirées arrosées. Faites attention aux videurs pour ne pas vous faire jeter dehors. Bon, sinon vous pouvez limiter votre consommation d'alcool également. Quoi qu'il en soit, il y a une vingtaine d'employés dans le Empty Pocket. Tout est encadré et une fois n'est pas coutume, la population qui s'est réunie dans l'établissement cette nuit est celle des habitués. Il y a donc beaucoup de monde qui se connaît, ce qui signifie que la soirée devrait être relativement calme. D'ailleurs, parmi ces personnes fréquentant l'endroit régulièrement, il y a Morna et Shannon qui s'installent directement sur les tabourets du bar. Les deux jeunes femmes ont des caractères bien différents. Morna est plus réservée, plus timide, tandis que Shannon est beaucoup plus expressive, plus extravertie. Cela n'empêche en rien la très bonne entente qui règne entre les deux amies et elles sont très appréciées par le personnel du Empty Pocket qui est toujours heureux de discuter avec elles. Évidemment, elles ne sont pas les seules clientes de la soirée et il y a quelques habitués qui sont repérés facilement, comme Terry, qui est le barbier du coin, mais s'il est aussi populaire, c'est parce que lorsqu'il se trouve dans le bar, tout le monde sait que la fête se prolongera dans sa boutique pour le plus grand bonheur des fêtards. Il y a aussi celui qui est surnommé le Karaté Guy. C'est un jeune homme qui se prend pour une ceinture noire de karaté et qui se fait facilement remarquer sur la piste de danse où il reproduit les mouvements spécifiques de cet art martial. Si les habitués sont repérés, les inconnus le sont tout autant ce soir-là. Et un homme aux cheveux blonds portant une queue de cheval est aperçu abordant Morna et Shannon. Il doit avoir dans la jeune trentaine ou la fin de vingtaine. Il est assez grand, mais visiblement les deux jeunes femmes, après quelques mots échangés, expriment clairement leur désintérêt pour lui, qui ne les importune pas plus longtemps, ayant tout à fait reçu le message. Si Morna et Shannon ont refusé de danser avec le jeune homme qui venait de les accoster, ce n'est pas pour autant qu'elles ont l'intention de rester clouées au bar en enchaînant les bières.
Après quelques pintes, elle décide finalement de se rendre sur la piste de danse. La musique est bonne, l'ambiance festive et les pas de danse se multiplient. Il est désormais minuit 30. La soirée dure depuis plusieurs heures et les deux amis fatiguent. Il est temps de rentrer à la maison. Alors elles quittent le Empty Pocket ensemble. Morna et Shannon se dirigent vers le parking où leur voiture les attend. Elles franchissent la porte de l'établissement, mais à ce moment, Shannon est rappelée par quelqu'un qui souhaite lui parler un instant. Morna patiente donc jusqu'au retour de son ami. Simplement, il fait très froid à l'extérieur et rester figé sur place, même un court instant, frigorifie la jeune femme qui prend l'initiative de se rendre à la voiture et d'attendre tranquillement son ami au chaud, protégé par la carlingue du véhicule. Shannon, quant à elle, est retournée à l'intérieur du bar depuis 15 minutes. Elle finit par ressortir pour rejoindre Morna, mais presque sans surprise, cette dernière n'est pas restée à l'attendre dans le froid. La jeune femme pense donc naturellement que son amie est retournée dans le bar également pour se réchauffer et qu'elle ne l'a pas vu rentrer. Demi-tour à nouveau pour Shannon qui parcourt les recoins de l'établissement pour mettre la main sur son amie, mais impossible de la croiser. Il faut dire que la fête bat son plein. Les gens sont très peu attentifs à ces questions du fait de l'alcool et le monde présent obstrue sa vision. Compliqué dans ces conditions de retrouver quelqu'un, même quand il s'agit de notre meilleur ami. Shannon demande donc de l'aide auprès des gérants du Empty Pocket, qui acceptent bien entendu. Les bières ont peut-être fini par monter à la tête de Morna et il se pourrait qu'elle se trouve dans les toilettes. C'est une situation assez commune. Pourtant, sur ce coup, aucune trace de Morna. L'équipe sort de l'établissement pour en faire le tour à pied, mais manifestement, elle n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment. Shannon se rend donc à sa voiture, qui est vide également. Il ne semble pas que Morna soit passée par le véhicule. Il n'y a pas ses affaires et tout semble dans le même état qu'à leur arrivée. Elle grimpe donc dans la voiture, s'installe au volant et fait le tour du pâté de maison à la recherche de sa meilleure amie, dont l'attitude est étrange. 45 minutes durant, Shannon sillonne les rues alentours afin de trouver Morna, qui a peut-être pris la mauvaise décision de rentrer à pied, mais au bout de ces 3/4 d'heure, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a personne. C'est un comportement un peu étrange, mais Morna a sûrement rencontré quelqu'un qui l'a déposée chez elle, ou alors elle a continué la fête chez une autre personne. Le lendemain matin, le samedi 8 novembre, un coureur de la ville voisine de Saint-Paul découvre un sac à main jeté sur un chemin de Fallon Park. Le bon samaritain prend la décision de rapporter ce sac à main au commissariat du secteur. Les policiers qui récupèrent le bien ne se font pas prier pour l'inspecter et y découvrent un portefeuille qui devrait donc permettre de connaître l'identité du propriétaire. Comme ils s'y attendaient, il y a une carte d'identité à l'intérieur et le nom figurant sur celle-ci est celui de Morna Jean Brennan. Avec cette découverte, les parents de Morna sont contactés pour leur signaler la disparition étrange de leur fille, voire même inquiétante, dans la mesure où le sac à main de leur fille a été retrouvé à environ 5 km de l'endroit qu'elle avait quitté la veille avec sa meilleure amie. Les faits sont préoccupants, mais il reste toujours la possibilité que Morna soit partie avec d'autres personnes, et ce serait le scénario idéal pour tout le monde. Shannon, qui pensait que son amie s'était débrouillée pour rentrer chez elle, attend, anxieuse, un coup de téléphone de sa part pour lui expliquer la situation. Seulement cet appel n'arrive jamais, et les heures s'écoulent sans que Morna ne donne le moindre signe de vie. Cela fait désormais 16 heures qu'il n'y a plus aucune nouvelle de la jeune femme. Les enquêteurs doivent être rapides dans leur démarche parce qu'ils pensent, au regard des circonstances de la disparition, qu'il est tout à fait envisageable qu'un enlèvement se soit produit. Autrement dit, la vie de Morna pourrait être en jeu. Il faut tout mettre en œuvre pour la préserver, si c'est le cas. Morna Jean Brennan, âgée de 22 ans à peine, a donc disparu dans la nuit glaciale de Maplewood. Les 16 heures sans le moindre contact sont devenues 24 heures à présent, sans que les recherches ne progressent d'un pouce. Ce qui est inquiétant, parce que la limite fatidique des 48 heures approche à grands pas. Lorsqu'une personne disparaît, au-delà de cette limite, les chances de survie de la personne chutent drastiquement à presque zéro. La nuit où elle s'est volatilisée, Morna avait bel et bien son sac à main avec elle. Il y a donc de fortes chances pour que le secteur où a été découvert le sac à main soit aussi un secteur où la jeune femme se soit trouvée. Mais hormis la tenue vestimentaire de Morna, le fait qu'elle portait une ceinture de couleur blanche ainsi que 2 colliers en or, il n'y a pas beaucoup plus d'informations à se mettre sous la dent pour les inspecteurs, tandis que le temps continue de s'écouler. Cela fait à présent 30 heures que la jeune femme a disparu.
Pour récolter une piste potentielle, les enquêteurs se rendent auprès de Shannon afin de comprendre bien précisément les événements qui se sont produits lors de cette soirée. Shannon explique donc qu'avec Morna, elles se sont rendues au bar à 22h15, et elle est certaine de l'heure. Une fois à l'intérieur, elles se sont rapidement installées au bar pour commander leur boisson, et jusque-là, rien d'anormal ou d'inhabituel n'est relevé par Shannon. Elle indique cependant qu'une fois assises au bar, les deux amies ont commencé à se faire aborder par des hommes. L'un d'entre eux, assez grand de taille, avec une chevelure blonde, a porté son intérêt sur Morna. La jeune femme a refusé les avances de l'homme, qui ne s'est pas éloigné immédiatement, en restant à proximité. Il a donc entendu Morna se plaindre de douleurs au cou et en a profité pour lui frotter les épaules, ce qui a déplu à la jeune femme, qui lui a demandé de stopper. Plus tard dans la soirée, un autre homme en plein dans la vingtaine, très grand, environ 1m90, a offert des boissons à Morna et Shannon. Shannon relève ce moment parce qu'elle est persuadée que Morna n'a jamais remercié l'homme pour son geste. Cette absence de remerciement aurait pu vexer ce garçon et c'est pour cette raison qu'elle l'évoque aux policiers. Ces derniers prennent bien note des détails fournis par Shannon. Ils sont intéressants, malheureusement la jeune femme est incapable de fournir l'identité de ces hommes, ne serait-ce que leur prénom pour faciliter la tâche des forces de l'ordre. C'est même mission impossible de retrouver ces deux individus. La description faite par Shannon est trop vague et pourrait concerner la moitié des gens présents dans l'établissement ce soir-là. Il n'y a plus rien à creuser du côté de l'ami de Morna. Les enquêteurs sont toujours en manque d'indices et se rendent donc à l'endroit où le sac à main de la disparue fut retrouvé quelques jours auparavant. Le temps presse. Cela fait 39 heures que Morna n'apparaît plus sur les radars. Le parc est donc passé au crible pour tenter de découvrir l'indice qui autorisera l'espoir à nouveau. Les enquêteurs se disent qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose dans le secteur. Et en observant minutieusement, des sacs en plastique blanc sont découverts. Il s'agit de sacs poubelles. Ceux-ci reposent sur la rive enneigée d'un petit ruisseau. Au-dessus de ce ruisseau passe un pont et, en analysant la scène, les inspecteurs ont la sensation que les sacs ont été jetés depuis le haut du pont. C'est pour cette raison qu'ils se trouvent à cet endroit et non dans l'eau. Celui qui a fait ça a manqué de précision et il a raté le ruisseau en contrebas. À l'intérieur des sacs poubelles blancs, plusieurs objets intrigants sont découverts. Il y a des collants, des draps, une ceinture blanche, des plantes, des mégots de cigarettes et des plumes d'oiseaux. Le regard des policiers s'arrête aussitôt sur les draps, parce qu'ils sont très inquiétants, ou en tout cas le sang qui les recouvre. Observer ce fluide humain est très souvent mauvais signe. Enfin humain, ce n'est pas certain. Il faut le confirmer, et pour ce faire, le drap est envoyé en laboratoire pour analyse. Les résultats sont expéditifs. Il y a deux informations importantes qui reviennent dans les conclusions. Le sang est bien de nature humaine, et il appartient à un individu dont le groupe sanguin est O. À cette époque, l'ADN n'est pas utilisé dans les enquêtes criminelles. Il n'est donc pas possible de savoir si le sang appartient bien à Morna. La famille, quant à elle, ne connaît pas le groupe sanguin de la jeune femme, installant ainsi une angoisse terrible sur l'identité de la personne à qui appartient l'hémoglobine. L'autre objet dans les sacs plastiques qui intrigue les policiers, c'est cette ceinture blanche. Shannon l'avait mentionné dans sa déclaration aux forces de l'ordre. La ceinture lui est donc présentée afin qu'elle indique s'il s'agit de celle que son ami portait le soir de sa disparition. Shannon confirme aux inspecteurs qu'il s'agit de ce type de ceinture. Les enquêteurs craignent vraiment le pire à présent. L'un des objets personnels de Morna a été retrouvé parmi un lot de sacs plastiques dans lesquels se trouvent des draps fortement ensanglantés. L'investigation ne se calme pas. Les policiers repartent du côté du Empty Pocket pour interroger le personnel du bar, les gérants, mais aussi les habitués du lieu pour essayer de déterminer une liste de noms suspects parmi les 300 à 500 personnes qui ont franchi les portes de l'établissement le soir de la disparition de Morna. L'un des agents de sécurité est questionné à propos des événements. Il détaille qu'il a quitté le bar à minuit 45, donc après Morna, mais il n'a rien entendu ni rien aperçu. Il explique également qu'à l'extérieur du bar, il n'y a aucune caméra de sécurité et qu'il fait particulièrement sombre sur le parking. Il n'y a donc aucun suspect qui puisse être pointé du doigt. Il n'y a rien d'anormal qui a été constaté par les employés et aucun bruit n'a surgi du parking non plus, il semblerait. Alors que s'est-il passé ? Les enquêteurs sont presque certains que la jeune femme a été enlevée. Simplement, cela fait 48 heures désormais qu'elle a disparu, et s'ils veulent obtenir une chance de la retrouver vivante, il faut travailler beaucoup plus vite.
La famille de Morna multiplie les interventions auprès de la presse afin de maintenir l'affaire en vie d'un point de vue médiatique parce que cela permet de s'assurer de l'implication de la police dans le dossier. Cela a un autre effet qui pourrait être utile, peut-être débloquer une situation pour le moment figée si une personne détenant une information cruciale venait à entendre l'appel à l'aide de la famille de la jeune femme disparue. C'est une bouteille à la mer, mais après 50 heures de disparition, force est de constater que cet acharnement dans les médias était une bonne stratégie. Un appel anonyme est réceptionné au commissariat et un nom est donné aux enquêteurs, leur offrant ainsi leur première piste 2 jours après la disparition de Morna. Terry Brandon, c'est le nom qui est lâché par la personne à l'autre bout de la ligne. Il s'agit du barbier du coin. C'est un grand fêtard et il a du mal à s'arrêter. Alors il continue régulièrement la fête dans son local professionnel. Ce qui interpelle les policiers, c'est que Shannon et Morna avaient déjà participé à ces fêtes après la fermeture du Empty Pocket. Il y a donc un lien direct entre ces personnes. Et le soir de la disparition de la jeune femme, Terry Brandon se trouvait dans l'établissement de nuit. Les inspecteurs ne perdent pas une seule seconde pour rencontrer leur premier suspect dans cette enquête, et surtout pour l'interroger. Terry reconnaît qu'il était présent au bar le soir de la disparition de Morna. Il admet également avoir invité les filles à continuer la soirée, mais ne va pas plus loin dans ses propos avec les enquêteurs. Il est très peu coopératif, il délivre le moins de détails possible et son attitude est extrêmement suspecte pour une personne innocente. Ce premier interrogatoire avec Terry Brandon convainc les policiers qu'il n'est pas net dans cette histoire, et ils décident donc de ne plus le laisser respirer. Le lendemain, ils retournent voir leur suspect pour une nouvelle série de questions. Persuadé de son implication, il ne passe pas par 4 chemins et demande directement à Terry Brandon s'il sait où se trouve Morna Brennan. À ce moment, Terry comprend qu'il est clairement dans le collimateur de la police. Il a voulu jouer les durs lors de la première confrontation avec les forces de l'ordre, mais cette fois-ci, il est bien plus coopératif. Il indique qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Il a effectivement continué la soirée dans son salon, mais aucune des 2 filles n'y est venue, même si elles avaient été conviées. Si ces affirmations sont véritables, les enquêteurs viennent de perdre la seule piste en leur possession. Et effectivement, Terry Brandon se trouvait à son salon en train de faire la fête, tandis que Morna disparaissait, ce qui le met hors de cause. La police est aux abois. Il n'y a plus aucun indice, plus aucune information à creuser, alors que pourtant, la disparition de Morna n'est survenue que 2 jours auparavant. Comment cette jeune femme aurait-elle pu se volatiliser ainsi en quittant un endroit bondé sans le moindre témoin ? C'est un mystère absolu, mais les policiers ne peuvent pas croire qu'elle se soit simplement évaporée de la surface de la Terre et retournent interroger le personnel du Empty Pocket une nouvelle fois. L'une des femmes tenant le bar durant la nuit, et qui avait déjà été interrogée lors de la première session de questions, reprend son explication de la soirée, mais ajoute un nouvel élément. Elle parle de cet homme un peu étrange qui se prend pour un karatéka professionnel. Elle indique son nom aux enquêteurs. Il s'agit de Robert Monkenhampf. Dans la foulée, la jeune femme explique que l'homme est facilement repéré dans l'établissement à cause de son comportement un peu bizarre et peut-être instable également. Le soir de la disparition de Morna, un de ses collègues a réprimandé Robert parce qu'il harcelait littéralement toutes les femmes qui se tenaient au bar. En réponse, le jeune homme lui a répondu qu'il ferait passer sa tête à travers une télévision avec un coup de pied. Cela fait 6 jours à présent que l'enquête a démarré. Finalement, les enquêteurs parviennent à mettre la main sur Robert Monkenhampf, qu'ils amènent avec eux au commissariat afin d'obtenir sa version des faits. L'homme reconnaît qu'il se trouvait au bar en même temps que Shannon et Morna. Seulement, sa mémoire fait défaut pour le reste. Il est incapable de se souvenir avec qui il a parlé, ni des autres événements de la soirée. En parallèle, les policiers enquêtent sur leur suspect. Ils découvrent qu'il a déjà des antécédents judiciaires puisqu'il a été condamné pour vol de voiture. Cela peut donc être un premier indice. Mais surtout, les inspecteurs apprennent qu'il a travaillé dans une entreprise fabriquant des draps et autres linges de maison. Ceci fait grimper Robert Monkenhampf tout en haut de la liste des suspects, compte tenu de la literie retrouvée au ruisseau et tachée de sang. Malgré tout, les enquêteurs n'ont pas grand-chose pour retenir leur suspect et il est relâché. Simplement, comme pour Terry Brandon, ils sont sûrs qu'il cache encore quelque chose et décident donc de l'interroger à nouveau 2 jours plus tard. Il a retrouvé la mémoire sur les événements de cette soirée et il explique avoir parlé à Morna ainsi que Shannon. En revanche, au moment où elles sont parties, lui est resté au Empty Pocket. Si c'est vrai, c'est une nouvelle désillusion pour la police.
Et malheureusement, Robert Monkenhampf ne ment pas. Par contre, il continue de parler en précisant qu'il a remarqué un homme blond discutant avec Morna de manière insistante au bar. Il lui aurait également massé les épaules malgré les refus constants et répétés des jeunes femmes. Plus tard, sur la piste de danse cette fois-ci, il aurait aperçu ce même homme tenter de se rapprocher des deux filles pour essayer de demander à Morna de passer un moment avec lui. Les deux amies auraient fini par lui dire qu'elles ne sont absolument pas intéressées par lui avant de s'en aller de la piste. Avec ces nouvelles précisions, Robert passe de suspect à témoin clé dans cette affaire, parce que le comportement de cet homme aux cheveux blonds est hautement inquiétant et intriguant pour les enquêteurs. Il faut donc le retrouver absolument. C'est l'objectif suivant dans cette investigation. Trouver le nom de ce mystérieux individu qui pourrait être impliqué dans la disparition de Morna. Seulement les enquêteurs ont beau faire les recherches qu'ils souhaitent, ils ne parviennent pas à retracer l'identité de cette personne. Le temps s'écoule. Cela fait à présent 17 jours que Morna n'a plus donné signe de vie. Très peu sont encore convaincus de la retrouver un jour, mais la date du 24 novembre va changer la face de l'enquête. Le lundi 24 novembre 1986, un agent de police effectue sa patrouille dans le comté de Washington quand il est appelé sur sa radio à 15h45. Il se trouve environ à 8 km à l'ouest de Maplewood et il doit rejoindre un autre policier ainsi qu'un trappeur proche du secteur des étangs et des lacs de la région. Le trappeur était seul à l'origine. Il cherchait de bons endroits pour placer ses pièges. Durant son parcours, il a remarqué un sac en plastique blanc avec ce qu'il pense être des morceaux humains à l'intérieur. D'abord, le policier est sceptique sur le fait qu'un cadavre démembré soit exposé ainsi en plein jour au milieu d'un lac gelé. Il suppose qu'il s'agit d'un mannequin ou d'une poupée et que le trappeur se fait du sang d'encre pour rien. S'il se dit ça, c'est parce que ce ne serait pas la première fois que cela se produit, certaines personnes jetant leurs déchets sans scrupule en pleine nature. En arrivant sur place, le policier rejoint donc son collègue ainsi que le trappeur qui lui décrivent la situation. À quelques dizaines de mètres de là, il y a donc le fameux sac plastique, avec des morceaux éparpillés. Et personne ne s'est aventuré sur la glace du lac, ne connaissant pas son épaisseur. Pour comprendre de quoi il s'agit au milieu de la neige, le policier retourne à sa voiture et récupère une caméra disposant d'un objectif puissant, lui permettant de zoomer sur la zone pour observer de quoi il en retourne, sans avoir à risquer de marcher sur la glace. Grâce à son appareil, le policier peut apercevoir un sac plastique blanc éventré d'où sortent des cheveux. Il distingue difficilement ce qui apparaît être un visage également, et même s'il n'est pas convaincu sur ce point, les giclées de sang autour du sac marquant la neige de ce rouge vif impressionnant ne laissent plus place au doute. C'est un cadavre humain qui repose à cet endroit. Manifestement, la victime a été démembrée. Il y a une main qu'il est tout à fait possible de distinguer un peu plus loin du sac, mais aussi un pied. Une fois qu'il a été déterminé que la glace est suffisamment épaisse pour supporter le poids d'un être humain, les enquêteurs ont pu approcher le cadavre. Évidemment, des photos du lieu sont prises, et une première chose saute aux yeux des inspecteurs. Il y a un cadavre, des mains et des pieds. En revanche, il manque le tronc de la personne. La scène, sous les yeux des policiers, est absolument monstrueuse, et le fait qu'il manque une partie de corps humain donne des frissons sur la personnalité de celui qui a commis un tel acte. Il faut impérativement découvrir celui qui se trouve derrière ce meurtre pour s'assurer qu'il ne recommence jamais. Mais les inspecteurs n'ont pas le temps de se reposer. Le lendemain, une femme promène son chien environ à 3 km à l'ouest de la découverte du corps démembré. En contrebas d'un talus amenant à un lac, elle aperçoit quelque chose d'inhabituel, un sac. Par curiosité, elle fouille ce sac. Malheureusement pour elle, c'est un tronc humain qu'elle découvre en observant à l'intérieur. Elle contacte donc la police immédiatement. Sur place, les agents de police notent la macabre trouvaille. C'est un tronc humain appartenant à une femme de couleur blanche. Ce morceau de cadavre rejoint les autres chez le médecin légiste du comté pour une analyse complète. L'autopsie du corps est donc réalisée. Avant même qu'elle ne débute, tout le monde s'attend bien entendu à ce que la dépouille appartienne à Morna Jean Brennan. Elle correspond parfaitement à la personne décédée sur la table froide de la morgue. Le corps est en très mauvais état. Il y a de nombreuses ecchymoses. La victime a été brutalement battue. La jeune femme a été décapitée. Le médecin légiste est capable d'indiquer que c'est cet acte qui a causé la mort de la victime.
Nous sommes sur un tueur extrêmement violent pour réaliser un tel acte de barbarie. Le côté droit du visage de la victime est très abîmé. Elle a été frappée à plusieurs reprises à cet endroit, et le tueur a insisté sur ce côté, si bien qu'il a fini par briser la mâchoire. Elle possède aussi une coupure profonde en forme de L sur la tempe. Le médecin légiste explique que tout ceci s'est produit avant qu'elle ne décède. Il y a donc eu des actes de torture avant que la jeune femme ne perde la vie. Les coupures réalisées afin de retirer les mains, les pieds ainsi que la tête de la victime sont particulièrement nettes et précises, ce qui laisse penser qu'il pourrait donc s'agir d'une personne travaillant dans le domaine de la médecine ou peut-être un chasseur habitué à démembrer ses prises. Les dents de la victime sont ensuite analysées. Grâce à celle-ci, l'identité de la jeune femme est enfin confirmée. Et il s'agit bien de Morna Jean Brennan, 22 ans, à qui la vie a été arrachée brutalement. Ce meurtre violent brise évidemment le cœur de la famille Brennan, qui avait espoir que leur fille soit retrouvée vivante, espérant qu'elle soit simplement retenue captive quelque part. Malheureusement, c'est un sort bien plus sordide qui lui a été réservé. La famille est anéantie, et la communauté de Maplewood plonge dans une angoisse profonde avec la possibilité qu'un tueur particulièrement sadique se trouve parmi les gens de la population. Surtout, ils pensent que si c'est arrivé une fois, il n'y a aucune raison pour que cela ne se reproduise pas. La police, tout comme les habitants de Maplewood, commence à croire qu'il y a un tueur en série qui rôde dans les parages. La police, malgré la découverte du cadavre, n'avance pas dans son investigation. Celle-ci se transforme d'ailleurs en une enquête pour homicide, mais sans témoins, preuves médico-légales ou tout autre indice, impossible de faire la percée décisive qui permettra de mettre en état d'arrestation le tueur. Le public est absolument terrifié à l'idée qu'un tueur en série sévisse dans les parages. Plus personne ne se rend au Empty Pocket où désormais il y a un risque qu'un assassin vous aborde. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de l'établissement s'effondre totalement après les révélations de la presse sur la nuit du meurtre de Morna. Tout le monde peut être un potentiel suspect. Maplewood n'est pas une grande ville, et la liste des noms est encore plus restreinte puisque le meurtrier se trouvait forcément au bar la nuit de la disparition de la jeune femme, ce qui fait froid dans le dos. Le personnel du Empty Pocket est très angoissé de venir travailler sur le terrain de chasse d'un tueur. Après tout, il pourrait décider un jour de s'en prendre à l'un des employés. La police n'a pas le choix. Elle doit résoudre cette enquête pour que la tranquillité regagne la ville de Maplewood, bien qu'elle restera certainement marquée à vie par cette affaire. Les inspecteurs reprennent donc les éléments en leur possession pour avancer. Ils questionnent à nouveau les personnes présentes dans le bar ce soir-là, et alors qu'ils sont en pleine session d'interrogatoire, ils reçoivent l'appel d'une serveuse du Empty Pocket, à qui ils avaient déjà parlé. Elle a de nouvelles informations à leur transmettre. C'est elle qui avait signalé l'homme à la chevelure blonde le soir de la disparition de Morna. Elle l'avait aperçu frotter les épaules de la jeune femme, qui n'avait pas apprécié le geste, et elle a obtenu son nom. Il s'appellerait Randy. Cet homme est le suspect que la police recherche après le comportement étrange qu'il avait eu au bar d'après Robert Monkenhampf. L'un des collègues de la serveuse lui a rapporté également qu'un soir, il lui avait servi un cocktail, et qu'alors, l'individu agissait comme s'il était un membre du personnel du bar, en débarrassant les verres sur les tables. Suite à cet événement, il avait été expulsé du bar et il n'était plus le bienvenu dans l'établissement. Mais la serveuse s'est souvenue de lui le soir de la disparition de Morna. Il s'appelle donc Randy, mais la serveuse ajoute qu'il a une petite amie et qu'il travaille pour une entreprise taillant du marbre. Ce sont des éléments extrêmement précieux qui deviennent aussitôt la priorité numéro 1 des policiers. Des entreprises de marbre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. Alors, en cherchant, les enquêteurs ne sont pas surpris de tomber sur la seule du coin qui se trouve à Saint-Paul. Seulement, quand ils demandent aux dirigeants de la société s'il y a une personne du nom de Randy avec des cheveux blonds qui travaille à cet endroit, on leur explique qu'aucun employé ne se nomme ainsi. Cependant, il y a un homme qui pourrait correspondre à la description donnée par les inspecteurs, et lui s'appelle Ricky Kiger. Suspecter un homme parce qu'il est blond, c'est un peu léger. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre piste, autant se pencher sur ce cas pour l'innocenter s'il devait y avoir un doute. Les policiers enquêtent alors sur le passé de cet homme, et ce qu'ils découvrent leur décroche la mâchoire. En 1976, Ricky Kiger travaillait en tant qu'aide-soignant au sein d'un hôpital psychiatrique à Rochester.
Durant son passage dans l'établissement de santé, il a attaqué une jeune femme de 25 ans, en l'étranglant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Ensuite, il a abusé d'elle sexuellement avant d'essayer de lui trancher la gorge. La jeune femme ne s'est pas laissée faire. Elle a réussi à se débattre et à survivre à l'attaque et à cette tentative de meurtre. Seulement, Ricky Kiger n'a jamais été présenté face à un juge. La jeune femme de 25 ans, étant une patiente de l'hôpital et donc possédant une maladie mentale pouvant altérer son discernement, aucune charge n'a été retenue contre l'agresseur. En découvrant cette histoire, les enquêteurs font immédiatement le lien entre l'agression de la résidente de l'hôpital et le meurtre de Morna Brennan. Le mode opératoire est quasiment similaire. Cet homme devient donc le suspect numéro 1 de la police et les inspecteurs sont convaincus de sa culpabilité. Ils découvrent également que Ricky Kiger vit à Maplewood, à moins d'1 kilomètre du lac où les morceaux du cadavre de Morna ont été découverts. Tous ces liens laissent penser les policiers qu'ils tiennent leur homme. Mais la partie est loin d'être terminée. Il faut lui mettre la main dessus et le faire parler. Pour ça, ils se rendent directement à son appartement où l'homme se trouve. Ricky Kiger accepte les questions des policiers. Alors ils entrent dans le domicile. Les inspecteurs observent le logement et découvrent 2 éléments intéressants. Le premier est que Ricky Kiger possède des oiseaux. Or, dans les sacs plastiques retrouvés proches du ruisseau, des plumes identiques à celles de ces oiseaux ont été retrouvées. Le deuxième est une plante qui correspond là encore à ce qui a été découvert dans les sacs plastiques proches du ruisseau. Les enquêteurs ne passent pas par 4 chemins et demandent directement à leur suspect l'endroit où il se trouvait lors de la disparition de Morna Brennan. L'homme indique qu'il n'était pas avec elle et qu'il n'était même pas au Empty Pocket. Cette déclaration place les policiers sur leur garde, parce que manifestement, leur suspect n'aura aucun mal à leur mentir. Ils savent qu'il était présent au Empty Pocket le soir de la disparition de Morna. Ils ont un nombre conséquent de témoignages le confirmant. Toujours en observant l'appartement, les enquêteurs trouvent sur la table 2 boucles d'oreilles pour femmes. Ricky Kiger explique qu'elles appartiennent à sa petite amie, mais les mensonges incessants de l'homme sont suffisants pour que les policiers ne le croient pas et saisissent les bijoux pour s'en assurer. Et rien de plus simple. Dans la foulée, les inspecteurs prennent la direction de la maison de la petite amie du suspect, à qui ils demandent directement si cette paire de boucles d'oreilles lui appartient. Manque de chance pour les enquêteurs, les bijoux sont bien ceux de la petite amie. En revanche, celle-ci est loquace et explique que le soir de la disparition de Morna, aux alentours de 2h du matin, Ricky Kiger lui a téléphoné et son comportement était très étrange. Il lui aurait dit qu'il la détestait, puis dans la même phrase qu'il l'aimait, avant d'ajouter qu'elle n'avait pas le droit de s'éloigner de lui et que quelqu'un paierait pour son comportement. Dans les jours qui ont suivi la disparition de la jeune femme, il serait devenu accro aux chaînes d'information dont il ne décolle plus, regardant la moindre émission rapportant les dernières actualités et surtout celles concernant Morna. La discussion avec la petite amie devient de plus en plus intéressante, mais surtout, les propos qu'elle s'apprête à dévoiler aux policiers vont faire basculer l'enquête. Elle leur demande si Morna portait des bijoux le soir de sa disparition, et s'il pouvait s'agir d'un pendentif en forme de cœur. Les inspecteurs, interloqués et un peu pris de court par cette question, regardent les photos de Morna en leur possession, et la jeune femme porte bien un tel bijou. C'est alors que la petite amie de Ricky Kiger indique qu'elle a reçu un cadeau de la part de celui-ci, et que le bijou correspond à celui que portait habituellement Morna. Il n'y a plus aucun doute à présent pour les policiers, Ricky Kiger est le tueur. Ils récupèrent donc la preuve et s'apprêtent à perquisitionner l'appartement de leur suspect pour trouver encore plus d'éléments à charge contre lui. Le mardi 2 décembre, les enquêteurs obtiennent enfin le sésame de la part du juge, un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Ricky Kiger dans l'espoir de le relier encore plus au meurtre de Morna Jean Brennan. L'appartement de Ricky Kiger est une véritable mine d'or pour les policiers, qui mettent la main sur plus de 80 éléments de preuve reliant le suspect au meurtre sordide de Morna Brennan. Dans le domicile, les enquêteurs découvrent une commode avec du sang sur le dessus. Sur cette commode, un téléphone est posé, et à l'intérieur de celui-ci, du sang est également trouvé.
Dans la salle de bain, du sang est découvert sur la baignoire, mais aussi sur l'évier ainsi que le carrelage du sol de la pièce. La voiture de l'homme est aussi fouillée, et là encore, du sang est découvert sur la porte côté passager, à l'intérieur d'une enceinte audio, et sur une pièce chromée qui correspond aussi à la forme des blessures présentes sur le visage de la victime. Malgré toutes ces preuves, plus qu'accablantes, Ricky Kiger continue de nier son implication dans l'assassinat de Morna. Les hommes mentent, mais pas les preuves médico-légales. Le laboratoire d'analyse confirme bien que le sang retrouvé dans l'appartement de Ricky Kiger appartient à Morna Jean Brennan. Automatiquement, après cette révélation, le suspect est placé en état d'arrestation pour l'enlèvement, le meurtre et le démembrement de la jeune femme de 22 ans. Grâce à toutes les preuves collectées lors de cette perquisition, la police est enfin capable de rétablir la vérité et de reconstituer les événements de ce samedi 7 novembre soir. Shannon et Morna sont arrivées au Empty Pocket entre 21h30 et 22h15. Elles ont ensuite été approchées par Ricky Kiger, dont les avances sont refusées par Morna. C'est l'élément déclencheur. L'homme n'a pas accepté que la jeune femme ose le rejeter ainsi, vivant ce refus comme une véritable humiliation. Il a donc pris son mal en patience en attendant que les deux amis sortent du bar largement après minuit. À cet instant, Shannon retourne dans le bar 15 minutes durant, laissant Morna seule. Morna avait froid et en arrivant devant la voiture de Shannon, la voici bloquée à l'extérieur, le véhicule étant verrouillé. Shannon ne revient toujours pas et c'est alors l'occasion qui se présente à Ricky Kiger, qui propose à Morna de venir se réchauffer dans sa voiture. Une fois à l'intérieur de l'habitacle, le sort de la jeune femme était scellé. Le tueur a saisi sa tête et l'a violemment frappée contre la porte côté passager, causant les dégâts sur la partie droite du visage de Morna, relevée à l'autopsie, et expliquant également le sang à l'intérieur de la voiture. Morna s'est évanouie, puis Ricky a conduit jusqu'à son appartement. Une fois sur place, Morna est toujours en vie. Elle est amenée dans la salle de bain pour être déposée inconsciente dans la baignoire. C'est dans cette baignoire que le tueur a égorgé la victime à l'aide d'une lame de rasoir tout en la laissant se vider à l'intérieur. Ensuite, le meurtrier devait trouver un moyen de se débarrasser du corps. En attendant d'obtenir la solution adéquate, il a déposé la dépouille dans son véhicule avant de patienter 2 jours. C'est alors qu'il pense avoir la meilleure des idées en plaçant le cadavre de la jeune femme sous des blocs de marbre entassés sur son lieu de travail. Là, le corps de Morna a gelé, et puis, surtout, il a laissé beaucoup d'empreintes digitales sur ces morceaux de marbre. Finalement, c'était peut-être une erreur. Après quelques jours, Ricky Kiger est revenu récupérer le corps de la victime. Il est retourné chez lui pour démembrer la dépouille avant de jeter les preuves à plusieurs endroits, qui seront tous trouvés par les policiers. Le 3 décembre 1986, les dés sont jetés pour Ricky Kiger, qui est inculpé du meurtre avec préméditation de Morna Jean Brennan. Il finit par reconnaître son crime et plaide coupable. Le procès est donc sans suspense, et à la fin de celui-ci, Ricky Kiger est condamné à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'y a pas d'autres preuves reliant cet homme à des crimes similaires, mais les policiers pensent que Morna ne serait pas la première femme à avoir été tuée par ce monstre. Il a déjà tenté de tuer lorsqu'il était aide-soignant, et il est possible qu'il ait réussi avec d'autres victimes. Mais il est impossible d'en être totalement certain. Voici pour cette affaire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que vous êtes fidèle, écrivez neige en commentaire, j'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite, bye.